Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Alors, aujourd'hui, j'aimerais discuter rapidement avec vous sur la- un événement qui est très intéressant, récurrent, annuel, et qui consiste en une série de débats, de conférences sur la philosophie, sur les philosophes, sur l'histoire de la philosophie et de la pensée. Cet événement donc attire des foules. On avait énormément de jeunes qui étaient sur place. Et c'était un événement qui, franchement, était très populaire et attirait énormément de jeunes. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cet événement? Qu'est-ce qui est choquant? Qu'est-ce qui est à retenir? La première chose, c'est que la conférence d'ouverture, elle a été faite par une dame, une Égyptienne, qui, euh, qui a foudroyé l'islam, qui a foudroyé l'islam politique. Donc, durant cette nuit des philosophes, on a fait une conférence d'ouverture qui avait pour but d'attaquer l'islam à travers l'islam politique, notamment à travers les livres de Sayyid Qutb, etc., etc. Elle disait des choses comme l'islam politique m'a hanté devant un public de jeunes qui avaient entre, entre 13 ans et 13 ans et 18 ans, 20 ans. C'était la majorité du public. Ils venaient de lycée, ils venaient de facultés, etc. Donc, elle disait des choses comme l'islam politique m'a hanté. Elle parlait de l'expérience traumatisante qu'elle a eue avec l'islam politique. Elle disait que Sayyid Qutb était le symptôme de cette hantise et selon elle, pour lui, le monde vit dans l'ignorance. Bref, donc c'était la conférence d'ouverture de la Nuit des philosophes qui a eu lieu à Casablanca. J'ai assisté aussi à la Nuit des philosophes à Rabat, dans laquelle j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence d'une dame qui a mitraillé de toutes ses forces le fiqh, soi-disant misogyne, soi-disant obsolète, soi-disant passéiste, soi-disant porteur de discrimination. Cette dame-là, c'est une Marocaine qui vit en France. Donc, on voit tout de suite les penchants, les affiliations, les appartenances qui se manifestent. Donc, dans cette nuit des philosophes, on a eu pas mal de choses intéressantes. On a eu une analyse d'Averroès qui était très intéressante. Vivre, c'est parachever son intellect. Averroès, qui est Ibn Rushd, en fait, disait que c'est nécessaire d'avoir dans une cité des écoles qui produisent le savoir. C'est le but, c'est ce que doit permettre la cité. C'est-à-dire que déjà, du temps de Ibn Rushd, il vivait à Cordoba. Il vivait à Cordoba et il était proche il connaissait bien le Hakim d'Al Cordoba et donc il lui conseillait de favoriser tout ce qui permet la mise en place et l'émancipation du savoir. D'ailleurs, si Averroès, Ibn Rushd, son principal référentiel, c'est Aristote. Et à l'époque d'Aristote, à l'époque des Grecs en général, on avait des courants philosophiques qui s'étaient épanouis, Démocrite, Socrate, ensuite Platon, Aristote, on avait Zénon un petit peu avant. Et ces gens-là ils n'étaient pas dans l'ostentation, mais ils avaient, disons que la Grèce antique avait réussi à atteindre une certaine richesse, un certain épanouissement, notamment grâce à l'esclavage, qui fait qu'ils ont pu vivre ce qu'on appelle la vie contemplative au lieu de la vie active. C'est-à-dire que les Grecs, en fait, sont passés de la vie active, là où on perdait beaucoup de temps à travailler, à gagner de l'argent, à accumuler des richesses, à se construire un capital matériel. Ils sont passés, un certain nombre d'entre eux ont réussi à passer à la vie contemplative. C'est-à-dire que le but de la vie, quel est-il? Est-ce que le but de la vie, c'est de rassembler des richesses? Est-ce que le but de la vie, c'est d'accumuler un maximum de capital? Ou bien le but de la vie, c'est, au final,
contempler, comprendre, méditer. Et donc, ces philosophes, justement, philosophie, ça vient du grec philo, sophos, et philo, c'est l'amour, et sophos, c'est la sagesse. Donc, leur but, c'était l'amour de la sagesse. Donc, l'académie qu'elle était connue à l'époque de la Grèce antique, d'ailleurs, Aristote était le maître de Alexandre le Grand, Alexandre, qui est originaire de Macédoine et qui a étendu son empire jusqu'aux confins de l'Asie, notamment l'Inde. Bref, tout ça pour dire que dans une cité qui veut réussir, Ibn Rushd insistait beaucoup sur la nécessité d'avoir des écoles, une diffusion du savoir, etc. On a eu aussi une conférence sur Ernest Renan. Ernest Renan, c'est un philosophe français qui a fait une thèse sur Averroès, Ibn Rushd, et la thèse avait pour unique but, comme objectif principal de montrer que la langue arabe n'est pas une langue de la raison. C'était une thèse un petit peu raciste. On avait quelques relents racistes dans la thèse de Renan. Donc la langue arabe n'est pas une langue de la raison, c'est plutôt une langue de la poésie. Donc on avait beaucoup de complexité face à Ibn Rushd dans le monde européen. C'est-à-dire qu'on, tant au niveau artistique, au niveau littéraire, au niveau philosophique, souvent on le peignait comme étant quelqu'un qui a perdu. Donc on avait des tableaux avec Ibn Rushd perdant devant Thomas d'Aquin, Thomas d'Aquina. Et comme quoi c'est la philosophie occidentale qui a gagné en fait la bataille de la raison. Et aujourd'hui, vous remarquerez dans les programmes de philosophie, vous avez la Grèce antique, et ensuite vous avez un bond de à peu près 1000 ans jusqu'à Thomas d'Aquin, Thomas l'Aquini, et ensuite les philosophes qui sont venus après, donc René Descartes, Leibniz, Hobbes, etc., etc. Et on se demande, quand on regarde ce genre de programme, où sont passés les philosophes arabes? Où sont les Al-Ghazali? Où sont les Al-Farabi? Où sont les Ibn Rushd? Où sont les Ibn Tufayl, etc., etc. Ils ne figurent pas dans le programme. Et donc, s'il y a une chose à comprendre de cette absence des philosophes arabes dans le programme de la philosophie tel qu'on l'enseigne et tel qu'on l'enseigne dans les plus grandes universités. J'ai eu l'occasion d'écouter certains programmes universitaires en Angleterre, en Europe. On passe de la philosophie grecque à la philosophie occidentale européenne. Pourtant, quand vous lisez les philosophes arabes, Al-Ghazali, Ibn Rushd, on peut ne pas être d'accord avec certains de leurs points de vue, mais vous trouvez des esprits mais tellement profonds, tellement forts, qui se basent sur le hujaj, sur le barahin, sur l'adilla. Donc des choses tellement rationnelles, logiques et profondes qu'on se demande pourquoi cette civilisation les a enlevées. Tout simplement, cette civilisation occidentale les a enlevées parce que le pire complexe de cette civilisation, c'était le monde musulman. Je vous rappelle que jusqu'au XVIIIe siècle, on appelait Istanbul El-Bab al-Ali, c'est-à-dire la sublime porte, parce que les ambassadeurs qui se succédaient à Istanbul trouvaient dans cette ville une magnificence difficile à décrire. Donc, on avait cette complexité face au monde musulman. Et donc, la colonisation et l'esprit colonialiste passent aussi par la culture. Ils passent aussi par la culture, par les programmes scolaires, par l'histoire, par la manière avec laquelle on va prendre la carte du monde, par exemple. Dans la carte du monde, on a l'Amérique du Nord et l'Europe en haut, et on a l'Afrique et l'Asie, les pays de l'Asie du Sud en bas. Pourtant, dans l'univers, il n'y a pas de haut et de bas. Il n'y a pas de haut et de bas dans l'univers. Donc, pourquoi la carte du monde a l'Europe en haut, les États-Unis en haut, l'Angleterre en haut et les pays d'Afrique, d'Amérique latine en bas? Tout simplement parce que cette carte a été faite dans un esprit colonial,
comme l'ont été faits les programmes scolaires, comme l'ont été faits un certain nombre d'éléments. Et donc, le but de cette carte, c'était justement de montrer l'esprit du colon comme étant au-dessus de l'esprit du colonisé. Ça participe de la colonisation. Concernant Averroès toujours, donc on a eu un certain nombre de choses très, très intéressantes qui ont été dites sur la conférence, comme quoi il cherche à montrer que la sagesse est le but ultime du philosophe. Il se distingue des mystiques. On a eu aussi quelques éléments sur l'économie. On a eu une conférence sur l'économie. Mais disons que la chose principale que j'ai sentie dans cette conférence, c'était qu'on avait des gens, des conférenciers qui étaient des philosophes, qui ont été d'une certaine manière parachutés ou bien rassemblés dans cette grande messe de la philosophie pour venir nous montrer comment il faut nous comporter dans le monde musulman, pour venir nous montrer quelles sont les valeurs qu'on doit avoir dans le monde musulman, pour venir nous montrer quels sont les modes de réflexion qu'on doit avoir dans le monde musulman. Et tout ça, c'est un petit peu, enfin, ça sentait un petit peu l'esprit un petit peu néo-colonialisme, un petit peu de dictature de la pensée. J'irai pas jusqu'à utiliser ce concept parce que le but de la philosophie, c'est justement la réflexion. Mais on avait beaucoup de conférenciers qui étaient là pour attaquer l'islam avec des arguments souvent fallacieux qui ne tenaient pas la route. On avait beaucoup de conférenciers qui étaient là pour nous dire comment il fallait comprendre l'islam, avec beaucoup de messages et d'interprétations qui étaient un petit peu, disons, tirées par les cheveux. Par exemple, à Rabat, on avait une dame qui était là pour nous dire que l'islam était machiste, misogyne, etc. Bien sûr, ce n'était pas direct, c'était à travers Tawrat, le fiqh, parce qu'on utilise toujours ces supports-là pour critiquer l'islam. C'est toujours plus délicat de le critiquer de manière frontale. Peu ont le courage de le faire d'ailleurs. Et pour étayer sa pensée, elle parlait de an-nafs al-lawwama bis-sou'. Or, ce concept de an-nafs al-lawwama bis-sou', c'est un verset qui n'existe pas bien sûr dans le Coran. C'est un concept qui parle de an-nafs al-ammara bis-sou', c'est-à-dire l'âme qui pousse au vice. Donc, cette dame-là était en position fort peu enviable quand elle parlait de son sujet, un sujet qu'elle ne maîtrisait visiblement pas, pas très très bien. Et donc, à un moment, on a eu un jeune garçon qui est intervenu pour lui demander, Madame, est-ce que vous pensez que l'islam est la cause du retard de nos pays et de notre civilisation? Et là, on pouvait lire dans les yeux de la dame une certaine jubilation, un certain accomplissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute sa conférence et toutes ses paroles sous-entendaient ce message. Et donc, quand ce jeune garçon a posé cette question, c'était comme si pour elle, la mission était accomplie. Mais pour paraître toujours objective et impartiale, elle a repris en disant non, nous trouvons aussi des caractéristiques de misogynie dans la religion juive, dans laquelle on a la femme quand elle se réveille, elle remercie Dieu, plutôt l'homme quand il se réveille, il remercie Dieu de ne pas l'avoir fait femme, et la femme quand elle se réveille, elle remercie Dieu de l'avoir fait ce qu'elle est. Donc, on a eu aussi une discussion avec un autre intervenant qui a
discuter un petit peu de la question du voile, en essayant de nous prouver que le voile n'est finalement pas une notion islamique. C'est-à-dire, c'est une notion qui est tirée des interprétations des uns et des autres des écrits. Ce qui était intéressant dans sa réflexion et qu'on retrouve dans beaucoup de réflexions orientalistes, c'est qu'on part de la pratique pour construire une théorie. C'est-à-dire que lui, dans son cas, il a pris des peintures, des tableaux qui montraient des femmes durant le XVIe siècle, XIVe siècle, XIIe siècle, qui ne portaient pas le voile. Et donc, pour mettre en place un argument qui stipule que finalement, le voile, ce n'est pas quelque chose qui transcende les contrées musulmanes, ce n'est pas quelque chose qui existe ou qui est une norme dans tous les pays musulmans. Donc en fait, cet empirisme défaillant, cette généralisation biaisée est un argument qu'on retrouve dans beaucoup de tentatives disons, de dévoyer un certain nombre de normes bien connues dans l'islam. Si on dit que c'est parce que, alors suivons bien l'argument. Philosophiquement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est parce qu'on trouve des femmes non voilées que le voile n'est pas une norme islamique. Autrement dit, on pourrait prendre un parallèle de cet argument en disant que c'est parce qu'on trouve des pays injustes et qui sont musulmans que l'islam n'est pas une religion qui commande la justice. Ou c'est parce qu'on trouve des tribunaux corrompus dans des pays musulmans que l'islam n'est pas une religion qui combat la corruption. Donc vous voyez comment l'argumentation est très faible et peu percutante, disons. C'est quelque chose qui est digne un petit peu des journaux télévisés, pas d'une nuit des philosophes. Et quand je lui ai montré l'incohérence de l'argument, quand il a pris le micro pour me répondre, il m'a dit « je vous pardonne ». Alors bon, c'est sympa, mais bon, on est dans une discussion, on n'est pas dans la confession chez l'abbé Pierre ou bien pas chez l'abbé Pierre, on n'est pas dans une confession chez un prêtre dans une église. Donc, non, il aurait été plus intéressant qu'il me répondît sur un air moins arrogant et plus conciliant, parce qu'au final, il est plus âgé que moi, il aurait dû un petit peu faire preuve de cohérence, d'ouverture, etc., etc. Quand bien même on considérait que c'est ma vision qui était en tort, ce qui n'était visiblement pas le cas. Ensuite, on a eu l'intervention d'un philosophe français qui, tout au long de son discours, parlait du mythe d'Adam et Ève. Alors, s'il vous plaît, quand on est dans un pays musulman et qu'on dit le mythe d'Adam et Ève, et qu'on le dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bon, ça veut dire quoi? On a compris que pour lui, l'histoire d'Adam et Ève n'est pas une histoire, mais un mythe. Et le mythe relève de la mythologie, c'est-à-dire de la pure imagination passéiste. Donc, il parlait du mythe d'Adam et Ève. Il a aussi parlé de la laïcité et retracé l'histoire donc quand on dit le mythe d'Adam et Ève, on est purement dans la propagande athée. Enfin, c'est un peu direct quand même, parce que c'était une intervention qui n'était pas argumentée. S'il avait dit le mythe d'Adam et Ève avec des arguments, on aurait été capable de le discuter. Mais là, c'était le mythe d'Adam et Ève, c'était un argument d'autorité. Ensuite, il a parlé de la rivalité science et religion, et il a fait l'erreur de transposer cette rivalité dans le monde musulman, alors même que dans le monde musulman, on n'a pas eu les excès de l'Église, on n'a pas eu cette rivalité science-religion telle que l'a vécu l'Europe. En Europe, la science était considérée comme une déviance, et donc l'Église punissait un certain nombre de scientifiques pour leurs activités. Dans le monde musulman, c'est le contraire.
On a souvent eu des théologiens, médecins, physiciens, mathématiciens, etc. Ça ne posait aucun problème. D'ailleurs, le fait que la Terre soit décrite comme étant un globe, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Ibn Hazm, chez Ibn Rushd, bien avant Galilée, bien avant Copernic, bien avant les penseurs dont on nous dit qu'ils ont découvert le fait que la Terre soit un globe. Et donc, au final, on se retrouve avec une brochette de philosophes qui ont découvert la philosophie grâce aux philosophes musulmans, mais qui viennent dire aux musulmans comment philosopher. Et c'est quand même toujours un petit peu risible. Quand on a des gens qui, quand ils parlent, vous disent je ne sais pas combien de temps il me manque, comme quoi l'intelligence artificielle va induire un chômage de masse, comme quoi tout le monde va converger car on a les mêmes outils de réflexion, alors même qu'on n'a pas les mêmes cadres de réflexion. Et donc quand on entend des philosophes dire des choses comme ça, franchement, on peut se demander est-ce qu'ils sont là pour faire passer des messages seulement, comme c'était clair, ou bien est-ce qu'ils sont là vraiment pour, pour pousser la réflexion un petit peu plus loin, pour, euh, pour essayer de faire avancer les choses, mais au vu et au su des affirmations que j'ai entendues, comme le fait que notre langue, la langue arabe, est une langue archaïque, le fait qu'on est, nous, pauvres Marocains, victimes d'un formatage culturel, les musulmans en général, le fait qu'on entende les mots archaïques et primitifs pour parler de la société musulmane, le fait que la question du voile n'est pas vraiment une norme islamique, le fait que euh, on a des failles logiques et argumentées. Enfin, non, ça c'était ma réponse plutôt. Donc, tout ça pour dire qu'on sent beaucoup d'esprit néocolonialiste dans ces événements, malheureusement. Et malheureusement, dans ce genre d'événements, on a un seul courant. C'est pour ça que pour conclure, j'encourage vivement les personnes qui s'intéressent à ce genre d'événements et qui ont quelque chose à apporter. Au-delà de la pure, disons, entre guillemets, propagande qu'on peut rencontrer dans ce genre d'événements, si des gens pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose, qu'ils peuvent enrichir la réflexion, je les encourage vivement à assister à ce genre d'événements qui ont pour but souvent de dévoyer la réalité, de détourner les vérités, de continuer à faire penser aux musulmans qu'ils n'ont rien apporté à l'humanité, que c'est une communauté qui baigne dans le passéisme, qui manque de rationalité, alors même que quand on se plonge dans les méandres de livres comme Tahafut al-Falasifa ou bien des livres comme Tahafut de Ibn Rushd pour répondre à Al-Ghazali, et quand on a ensuite le sultan ou le gouverneur ottoman qui décide de, de nommer un philosophe pour qu'il soit juge entre ces deux livres et qu'il essaye de trouver quel a été le livre qui a été le plus fort en termes d'argumentation rationnelle. Quand on baigne dans ce monde et qu'on vient entendre ces gens-là nous dire que on a une langue archaïque, une société passéiste, une civilisation primitive, on se dit que malheureusement, la colonisation ne s'est pas encore retirée définitivement de nos contrées. Sur ce, je vous laisse et donc je vous dis à un prochain débrief, Inch'Allah, sur un prochain événement. Assalamu alaikum.